Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de 3 trucs à faire au jardin au mois de novembre. Dans ma région, en novembre, les grues font leur migration direction le sud-ouest, comme dans beaucoup de régions en France. Ce passage des grues annonce les froids de l'hiver qui devraient arriver. Chez moi, il y a également des animaux qui ne sont pas du tout intéressés par une migration. Au mois de novembre, le potager cette année est encore bien vert parce qu'il a fait relativement chaud au mois d'octobre. Mois de novembre, il y a encore vraiment pas mal de récoltes. Là, je récolte beaucoup de courges. D'ailleurs, j'avais sous-estimé mes quantités de courges. J'avais estimé à 500 kg de courges que j'allais récolter cette année. Mais je pense que j'ai vraiment sous-estimé parce que j'en retrouve vraiment beaucoup un peu partout. Beaucoup de récoltes d'épinards, de radis, de roquettes, de betteraves, il y a du chou. Dans la serre, il y a les couleurs vertes des légumes d'automne-hiver. Ces jolis radis roses aussi sont excellents. À l'extérieur, les bacs de culture surélevés ont un peu souffert de la chaleur, de la sécheresse plutôt. Et du coup, les poireaux n'ont pas vraiment beaucoup grossi dans ces bacs-là. Dans le jardin, il y a toujours tout un tas de tomates par-ci par-là. Sur le châssis tonnelle, les végétaux sont en train de dépérir doucement. Il y a bien toujours quelques tomates à récolter. Il y a encore quelques courges à ramasser. Et puis dans l'ensemble du petit potager, il y a encore quelques tomates de ci de là à récolter. Alors par contre, en novembre, moi j'ai moins envie de manger de tomates. Elles sont un peu moins intéressantes que les tomates de plein été. Au jardin, nous avons la chance d'avoir 2 grands châtaigniers qui produisent beaucoup de très belles châtaignes. Et puis en plus de ça, j'ai planté une dizaine d'autres châtaigniers qui produiront de très belles châtaignes, mais plus tard. La récolte, c'est la fin des pommes, mais je récolte encore des pommes dans cette saison. Et puis c'est également la fin des raisins. Là, cette année, les raisins, ils auront produit presque pendant 5 mois. Donc c'est quand même pas mal d'avoir du raisin pendant 5 mois non-stop. Première chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est évidemment la plantation d'arbres. Je vous conseille vivement de planter des arbres, c'est le bon moment pour le faire. Planter des arbres ou semer des arbres ou bouturer des arbres, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Je vous passe rapidement le nombre d'intérêts qu'il y a à avoir des arbres au jardin. Les arbres nettoient l'air, les arbres permettent la création d'un sol, les arbres permettent de produire de la nourriture, les arbres accueillent la biodiversité, font de l'ombre, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à avoir des arbres au jardin. Évidemment, on peut simplement planter des arbres que l'on va acheter en pépinière ou que l'on va se procurer de diverses manières. On va faire des trous et on va mettre les arbres dans les trous avec un petit paillage. L'idéal, c'est d'avoir même un bon paillage pour limiter la croissance des herbes autour de notre jeune arbre. Je pense qu'il est également préférable de planter des arbres très jeunes, plutôt petits, car des grands arbres qui ont vécu longtemps dans des pots ont plus de difficultés à redémarrer. On peut également décider de semer des arbres. Alors ça c'est bien parce qu'on peut en semer des centaines et des centaines pour 0 €. C'est gratuit, c'est abondant. Les graines d'arbres, on peut trouver des fruits ou des graines d'arbres en ce moment, que ce soit des glands, des châtaignes, des noix, des noisettes ou bien des senelles, des aubépines. Il y a tout un tas de graines d'arbres qui traînent actuellement dans la nature. Si vous voulez reboiser un lieu, c'est une bonne façon de démarrer pour le plus simplement. Alors il ne faut pas hésiter à avoir la main très lourde car dans tout ce que l'on va semer, beaucoup se feront dévorer par des animaux sauvages, beaucoup ne germeront pas. Il y aura très peu de réussite, mais de la réussite, il y en aura tout de même. Ici par exemple, je ne sais pas si on voit très bien à l'image, mais il y a tout un tas de jeunes chênes, de jeunes pêchers, de jeunes pruniers qui ont poussé grâce à des semis balancés comme ça à la volée. Ici, on voit un pêcher issu d'un noyau qui a été jeté à côté de ces ronces il y a environ 4 ans. Une autre façon de faire pousser des arbres, c'est de faire des boutures. Il y a tout un tas de végétaux que l'on peut facilement bouturer, comme des groseilliers par exemple, des jeunes arbres comme des sureaux que l'on peut facilement bouturer, ou encore ces saules qui sont des champions de la bouture. Là, j'ai des saules que j'ai plantés et voici à quoi ils ressemblent maintenant au bout de 5 ans. L'avantage du sol, c'est qu'il a une croissance extrêmement rapide et qui me produit donc de la biomasse pour mon jardin. Il est monté en hauteur, ce qui me permet d'accueillir des oiseaux et ça me fait de l'ombre. Évidemment, les arbres, ça vous permettra également d'obtenir des récoltes sur de très longues périodes. Quand on plante une tomate, on peut avoir des récoltes pour l'été, même jusqu'à l'automne, on a vu. Mais quand on plante un arbre, on peut avoir des récoltes sur des décennies et des décennies et des décennies, car les arbres produiront très longtemps.
Novembre, c'est également le bon moment pour couvrir les zones de culture, les anciennes zones de culture qui vont péricliter. Ça va être le bon moment pour renouveler le paillage, renouveler la matière organique que l'on va poser sur le sol. Alors moi, ça y est, ça fait 5 ans que je suis installé en Corrèze. Avant, j'étais dans le Var. Enfin bref, maintenant, ça fait 5 ans que je suis en Corrèze. Et du coup, j'ai ramené pas mal de matière organique. Maintenant, mon potager produit énormément de biomasse. Les végétaux qui poussent dans mes zones de culture sont ensuite coupés directement, réutilisés en paillage immédiatement sur la zone de culture. Donc j'ai vraiment pas mal de biomasse qui est produite dans le potager. Dans mon potager, j'ai également mis des arbres qui serviront à être taillés pour faire de la nourriture dans le sol. Je tonds mes allées, du coup la tonte va également dans les zones de culture. Et donc un maximum de matière qui me sert à pailler mon potager est produite directement dans le potager. Clairement, l'idée à partir de maintenant, ça fait 5 ans, c'est de ne plus acheter ni foin ni paille pour pailler mon jardin, mon potager. Vraiment là, l'idée c'est que toute la matière que j'utilise au potager pour pailler mes zones de culture soit produite dans le jardin. Ce que moi je peux me permettre de faire, vu que j'ai un grand jardin, j'ai 4 hectares de jardin, donc je peux effectivement produire toute la biomasse nécessaire pour mon potager dans mon grand jardin, mais ça ne sera pas forcément possible pour des personnes qui ont un tout petit jardin avec un petit potager. Moi, chez moi, je peux récolter de la fougère, je peux récolter des plantes aquatiques comme de la massette, je peux récolter du bambou, je peux tailler mes haies, tailler mes arbres. Enfin, j'ai énormément de biomasse, de matière organique qui pousse partout dans mon jardin. Il faut juste que je prenne le temps de les récolter et de les ramener au potager. D'ailleurs, pour l'année prochaine, ça va pas être très compliqué pour moi car je triche un petit peu vu qu'il me reste un petit peu de foin et qu'il me reste également des vieilles boules de paille de sarrasin. Là où je vais tricher également un petit peu, c'est que j'ai des poules et des canards. Du coup, quand je nettoie les cabanes, les pondoirs des poules et des canards, cette matière pleine de fientes, je vais également la ramener dans le jardin. Donc je vais ramener de la fertilité comme ça. J'ai également une jument et 2 ânesses qui font du crottin. Ce crottin, je vais le ramener dans le potager et ça va donc fertiliser le potager. Et je suis quand même assez content parce que dans ma vidéo du potager de A à Z, la vidéo qui parlait d'autonomie, j'avais expliqué que là je crée mon potager et que j'espérais bien qu'au bout de 5 ans, je n'aurais plus besoin de ramener des boules de paille, des boules de foin. Normalement, c'est bon, j'ai plus besoin de ramener ces matériaux-là. Donc voilà, ce que je vais vous dire, c'est que c'est intéressant de réfléchir quand on fait notre potager, avec quoi est-ce qu'on va nourrir notre sol, nourrir la vie du sol en fait. Moi, je ramène de la matière organique. La vie présente dans le sol mange cette matière organique. Cette vie fait des excréments et fertilise ma terre. Du coup, c'est cette matière organique qui nourrit le sol. Et donc, j'essaye de produire la matière organique in situ. Et troisième chose dont je voulais vous parler, alors c'est encore, j'aime bien, vous avez vu dans cette série vidéo, faire des abris pour attirer la biodiversité. Depuis 5 ans que je suis ici, je suis très content de toute cette biodiversité qui a débarqué dans mon jardin, que ce soit des hérissons, que ce soit des lézards, que ce soit le martin pêcheur. Le martin pêcheur, je suis vraiment très content de le voir. Ceux qui suivent mes aventures depuis le début savent qu'en arrivant sur ce terrain, j'ai créé un grand point d'eau. Un grand point d'eau qui me permettait de faire de la pisciculture pour qu'on ait du poisson à manger. Et ces poissons se reproduisent abondamment dans ce point d'eau. Du coup, la quantité de poissons est supérieure à ce dont on a besoin. Cela permet également de nourrir tout un tas d'oiseaux ou d'animaux sauvages. Parmi ces animaux sauvages, on trouve le martin pêcheur d'Europe que j'adore voir venir près de l'étang et pêcher des petits poissons. Pour nicher et se reproduire, le martin pêcheur a besoin de pentes abruptes au bord des points d'eau où il va pouvoir creuser son nid et nicher donc à l'intérieur de la terre. J'ai mis pas mal de nichoirs un petit peu partout et beaucoup des nichoirs que j'ai installés sont habités. J'ai installé une ruche vide et du coup il y a des abeilles qui sont venues habiter cette ruche alors que beaucoup de personnes me disaient que c'était impossible que des abeilles viennent naturellement s'installer dans ma ruche. La preuve est que c'est possible. Et donc ce mois-ci, on va fabriquer un nichoir pour les faucons cresserelles. Le faucon cresserelle est un rapace assez commun, mais malgré tout, comme la plupart des animaux sauvages, les populations des faucons cresserelles est en régression. En plus de sa beauté et de la beauté de son vol,
C'est intéressant d'avoir des rapaces au jardin, notamment des faucons cresserelles, notamment pour manger les campagnols, hein, car c'est un grand consommateur de petits mammifères. Je profite de ces belles images de vol de faucons cresserelles pour vous faire la publicité d'une chaîne que je trouve vraiment incroyable. C'est une chaîne qui s'appelle La Chronique du Vivant. C'est d'ailleurs de cette chaîne dont proviennent les images que vous avez vues sur le martin pêcheur, car même si moi je vois régulièrement le martin pêcheur, que je peux le voir pêcher, je n'ai jamais la possibilité de le photographier ou de le filmer parce que je ne me balade pas en permanence avec mon matériel. C'est également de cette chaîne que viennent les images du faucon cresserelle que vous avez vu juste avant. C'est une chaîne de deux passionnés qui réalisent de magnifiques photos et de magnifiques images de la faune qui nous entoure en fait. Et c'est vraiment très intéressant à regarder. Donc si vous voulez en savoir plus sur le faucon cresserelle ou sur le martin pêcheur ou sur d'autres animaux qui nous entourent, je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne qui est La Chronique du Vivant. Pour en revenir à nos faucons et à nos nichoirs, voici à quoi doivent ressembler les nichoirs approximativement. Alors moi, j'ai fait avec ce que j'avais comme matériaux et j'avais pas mal de belles planches et des petits chevrons que je visse ensemble. Les chevrons servent à me faire ma structure. Donc je peux faire deux rectangles avec ces chevrons. Ces deux rectangles ne sont pas tout à fait de la même hauteur pour permettre d'avoir un toit en pente et évacuer les eaux de pluie. Ensuite, je vais fixer le plancher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les faucons cresserelles sont assez opportunistes, hein. On n'est pas obligé de faire un nid parfait. Parfois ils piquent les nids de pie, les nids des corneilles, ils s'installent un petit peu où ils peuvent, dans des cavités, dans des troncs d'arbres, dans les villes, dans des clochers, dans des tours, partout où ils peuvent se mettre, du moment qu'ils sont à l'abri des prédateurs, c'est-à-dire en gros à plus de 5 mètres de hauteur, et à l'abri des grosses pluies. Une fois terminé, ce nichoir fera approximativement 50 cm de hauteur, 60 cm de largeur et 47 cm de profondeur. Donc voilà, 50, 60, 47. Avec une planche à l'avant pour éviter que les œufs ne puissent rouler et tomber ou que les jeunes oisillons puissent tomber également. Donc voilà à quoi ressemble mon nichoir. Et sur le toit, j'y mets des ardoises, parce que moi j'ai pas mal d'ardoises, mais on peut imaginer mettre tout un tas d'autres choses qui couperaient la pluie. Pour attacher l'arbre, je vais utiliser ces espèces de câbles, c'est un mélange de cordes synthétiques et de câbles, en fait c'est hyper résistant, hyper costaud, parce que le nid pèse assez lourd. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un bon emplacement pour positionner ce nichoir à plus de 5 mètres de hauteur, dans un endroit peu fréquenté par les humains. Alors c'est chose faite, j'ai trouvé un chêne qui pourra porter ce nichoir. Au fond du nichoir, je vais mettre un peu de copeaux. On peut y mettre de la sûre, on peut y mettre de la sûre, des copeaux, certains y mettent du sable, on peut y mettre de la paille. Enfin voilà, c'est bien qu'il y ait un peu quelque chose de plus que la planche brute. Et une fois que le nid est bien installé, je peux retirer l'échelle et attendre de voir ce qui s'y passe. On verra dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai un couple de pigeons, qui sait. Mais en tout cas, j'aurai installé un nichoir à faucons cresserelles, sachant que je vois très régulièrement des faucons cresserelles dans mon jardin qui chassent par-ci par-là ce qu'ils peuvent trouver. Merci beaucoup, un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne grâce au financement participatif. Merci, merci, merci. Merci à toutes les personnes qui mettent des pouces en l'air, qui laissent des commentaires, qui s'abonnent, etc. C'est grâce à ça que la chaîne peut continuer à exister depuis tant d'années. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!